Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S514 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 décembre 2022. Cette émission est présentée par Nikon. Basée sur la fameuse monture Z, les hybrides Nikon Z et les objectifs Nikkor Z vous procurent la liberté de jouer avec la lumière comme jamais auparavant. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Jérémy Villet pour notre grande discussion au coin du feu. Alors, en début d'année, Arte a diffusé un superbe documentaire, Yukon, un rêve blanc, dans lequel tu vas à la rencontre de la chèvre des montagnes. Le réalisateur, Mathieu Lelay, t'a suivi à la trace dans cette quête photographique et a pu constater combien tu t'épanouis en haute montagne dans des conditions climatiques extrêmes. Moi, je trouve que Jérémy, c'est quelqu'un qui, en fait, par ses airs un petit peu, on va dire, Petit Prince, gringal, pas bien costaud et tout ça, il est impressionnant, quand il s'agit de résister face aux intempéries et c'est là aussi que je me rends compte sa vraie nature ressort, le mieux. On dit souvent les gens se révèlent dans les moments difficiles et en montagne, souvent, c'est un endroit où on triche pas. Et ça, c'est ce qui m'a marqué dans les tournages avec Jérémy, c'est que c'est quelqu'un qui déjà baisse jamais les bras, et puis il y a une résistance au froid en fait. Et c'est ça qui me frappe, c'est de voir à quel point il est bien dans cet élément-là, même si c'est vrai, il y a des pentes raides pour aller chercher à approcher cette chèvre des montagnes pour réussir des images dans le cadre de notre tournage. Mais voilà, quand c'était -30, -35, voire -40 degrés, de voir qu'il a la motivation le matin en ouvrant sa tente, d'aller approcher les caribous dans des conditions extrêmes. Voilà, il y a toujours cette envie d'aller faire l'image qui le pousse à affronter les éléments et c'est là que j'admire beaucoup son abnégation et sa détermination pour réussir ces images exceptionnelles, quoi. Jérémy, c'est vraiment ça, la quête de l'image là qui te pousse à te faire violence comme ça avec ton gros sac à dos par -30 degrés? Ouais, alors, bon, bah, d'ailleurs, merci à Mathieu, c'est toujours émouvant de l'écouter. Bah, déjà parce qu'on a vécu des choses hyper intimes, en fait, d'être, autant de temps dehors et de voir des choses aussi belles en et puis surtout ce film qu'il a fait qui est hyper beau. Oui, et pardon de te couper, on parle rarement des gens qui suivent. On s'émerveille devant Ouais. toi, mais on parle rarement du caméraman qui suit Bah, et qui est qui dans les mêmes galère, conditions, hein. qui est dans les mêmes conditions, ouais, qui subit entre guillemets C'est ton, même ton rythme. pas c'est Ouais. même pas les mêmes conditions parce que lui, il doit raconter tout. Donc moi, je dois juste faire une image à un moment et lui, il doit tirer tout le fil. Donc tous les moments doivent être pris en image, tout doit avoir enfin, c'est complètement fou Tout, d'être tout doit avoir du réalisateur. sens. Mais en l'occurrence, on parle d'un réalisateur spécialisé dans le documentaire Ouais, ouais. animalier et qui est très bon, qui est notamment suivi aussi Laurent Baheux qu'on a Mmh. reçu à ses micros. Ouais, c'est un génie et c'est surtout un ami. Alors, on est toujours amis malgré tout ce qu'on a fait, on est même encore plus proches. Mais il dit un truc qui est intéressant, en gros, il dit qu'il m'admire pour une raison qui n'est pas admirable, c'est-à-dire que je n'ai pas, la force de la persévérance ou la rigueur d'un aventurier ou d'un sportif qui s'invente ses propres objectifs, qui se recrée un schéma mental de motivation pour avancer, pour se dire: «Bah, il reste plus que, 200 kilomètres», il pense à je sais pas quoi, pour pas penser à ce qui reste et tout. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. En gros, je suis, bouleversé par, des animaux qui me depuis tout petit, à partir du moment où j'ai vu un cerf de 200 kilogrammes apparaître dans la forêt derrière chez moi avec des bois comme une immense couronne qui passe entre les arbres sans faire de bruit et qui disparaissent. Depuis ce jour-là, je ferme les yeux le soir, je vois des animaux sauvages, j'ai envie de les approcher, j'ai envie de les voir sans les déranger. Donc c'est une motivation immense et le matin quand je sais qu'il y a 3000 caribous qui arrivent d'Alaska, qui ont traversé, des centaines de kilomètres, qui ont été bloqués par des pipelines, qui pour une fois ont réussi à atteindre cette rivière où on était. Il y en avait vraiment des milliers, littéralement. J'ai envie de sortir de mon sac de couchage. Alors ça prend 1 heure et demie parce qu'on doit changer toutes ses couches, essayer de mettre ses chaussures toutes dures, faire fondre de la neige. Ça prend vraiment plus d'1 heure de sortir de cette tente. C'est un rêve absolu qui est à portée de main. Donc je n'ai pas, de courage en tant que tel, genre je suis animé par ça et j'ai toujours eu la chance de le rester, quoi. Oui, d'ailleurs, on voit cette séquence extraordinaire avec les caribous dans le documentaire. Et ce que tu dis, ça fait écho à la préface de ton livre Première Neige, où on peut lire: Jérémy n'est pas un aventurier, c'est un poète,
un passionné. C'est comme ça que tu te vois? Un poète, je sais pas si dans la poésie de la nature que je transmets parfois, mais un passionné, oui, en gros, oui, oui, je suis complètement passionné. Et ça peut faire de moi un fou parfois, mais je suis pas préoccupé. C'est ça qui a fait que j'ai pu avoir cette vie. J'ai des gros défauts quand même d'organisation, de responsabilisation. Je suis resté un peu cet enfant un peu émerveillé. Et en fait, on m'a autorisé à l'être, la nature, mes parents, mes amis m'ont autorisé à rester comme ça. Et ce truc qui est un peu un défaut dans la vie, parce que pour aimer, pour prendre soin des autres et tout, il faut être préoccupé et tout. Dehors, c'est un avantage. En gros, je suis juste préoccupé de rien. Je suis juste à l'écoute et j'ai les yeux ouverts et je me laisse porter. Alors, donc dans Yukon, un rêve blanc, donc tu fais évidemment partie intégrante du sujet. C'est pas le seul film, c'est pas le seul documentaire qu'il y a sur toi. On l'a évoqué un peu dans ta présentation. Tu te mets souvent en scène, finalement, même toi directement, dans les stories. Comment tu vis tout ça, d'être finalement pas si seul que ça sur le terrain? Ouais. En tout cas, pas tout le temps. Ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas beaucoup de batterie dans le froid, donc je suis pas un Instagrammeur non plus, quoi. Je garde ma batterie, j'allume mon téléphone juste pour faire une scène. Mais j'aime beaucoup. Ce sont des paradoxes, hein, les réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup. Il y a un truc incroyable, enfin, qui est bizarre, c'est que moi j'aime beaucoup être seul dehors pour plusieurs raisons. D'abord parce que les animaux ont moins peur de moi, et aussi pour pouvoir garder mon imaginaire. Et quand tu es avec quelqu'un d'autre, tu vas dire, ah, tu te souviens quand on était allé manger un crumble aux pommes à tel endroit, et tu vas avoir envie de revenir et d'aller dans ce restaurant où chez ta grand-mère manger un crumble aux pommes, et en 2 secondes, tu vas avoir envie de confort social. Donc quand tu es tout seul, tu oublies tout ça, et surtout, tu crées un lien particulier avec les êtres vivants autour de toi, qui sont tes amis à ce moment-là. Et, mais tu es frustré de ne pas le partager quand même, parce qu'on est des animaux sociaux. Je connais personne qui est heureux tout seul dehors. Et, euh, et donc, il y a ce paradoxe, tu as envie de le partager. Les réseaux sociaux sont assez incroyables, mais moi, mon travail de partage, c'est la photo. Donc, je me sers de cette frustration d'être seul Mhm. pour essayer de mettre le plus possible de belles choses dans mes photos. Ou du moins, c'est pour ça que j'utilise la neige, parce que je trouve qu'elle permet encore plus d'utiliser l'imaginaire et que chacun puisse faire son histoire, et de mettre aussi un peu la mienne dessus. Et, et inversement, je fais aussi des stories Instagram parce que j'aime bien d'abord le cadrage de filmer avec un téléphone à la verticale. Je trouve ça beau. C'est parce que je suis photographe que je fais des stories d'abord. Et on pourra dire ce qu'on veut. Et c'est incroyable le téléphone pour ça. On est tous des photographes. Ça peut être triste pour certains, mais moi je trouve ça super beau de pouvoir composer même avec un téléphone. Et puis là, par exemple, j'ai fait une exposition. Tous les gens qui viennent, et souvent ils me disent à la fin, continuez à faire des stories Instagram. Et voilà. Oui, puis c'est ta génération aussi, tu es trentenaire, tu es un jeune photographe animalier, peut-être que tu as compris aussi, enfin tu es dans l'air du temps finalement aussi, et tu acceptes qu'une équipe télé te suive sur le terrain, Ouais. etc., que tu te montres, tout le monde n'accepte pas de montrer la manière dont il travaille, entre guillemets, sur le terrain ou dont il opère. Toi, tu as accepté ça dès le départ, tu t'es dit, ok, on y va. Ouais, j'avais un peu enfin, en gros, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le fait de vouloir faire un film et de servir une cause, te disent, bon, bah, faire des choix qui sont un peu différents sur le terrain, quitte à déranger les animaux, quitte à... Et en fait, c'est pour ça que je l'ai fait avec Mathieu, qui est d'abord un gars qui filmait des animaux et qui est surtout un homme extrêmement respectueux de tout. C'est quelqu'un de très bienveillant. Il suffit de lui parler pour son compte. C'est vraiment un mec bien. Et Marc de Langenhagen aussi, donc ce sont mes 2 amis en fait maintenant. Je suis super ému et fier d'être allé dehors avec eux, de leur avoir partagé ça. Et donc on a beau, il y a peut-être des millions de gens qui regardent si tu le dis, mais on n'est que 2, quoi. Et ça, c'est particulier d'être que 2 dehors. Et on a fait ça souvent à 2, parfois à 3, mais pas dans les affûts. On a toujours été 2. Ça, c'est un peu la condition. Et voilà, alors voilà, moi je suis un peu l'animal que Marc filme, et moi à ce moment-là je filme l'animal qui est devant moi. C'est un peu les poupées russes, quoi.
Alors, donc, tu apparais à l'écran dans 2 reportages diffusés sur France 2. Dans Le photographe des neiges, réalisé par Marc de Langenhagen, Johan Perrier et Guillaume Salasca, on te suit sur les massifs alpins, sur les traces du Blanchon, le lièvre variable. Après une nuit glaciale passée en altitude en plein air, Marc se souvient des conditions de prise de vue éprouvantes le lendemain. Autant la veille, c'était super grand beau temps. Là, le mauvais temps arrive. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On n'a pas trop la météo. On part avec Jérémy, on le suit parce que c'est son terrain et puis on a confiance. Et puis, je sais pas, ça dure 2 heures, 3 heures, 4 heures. On tourne des choses, mais bon, évidemment, toujours pas de lapin. Et puis, à un moment, on se dit, bon, allez, on va manger un bout. Et là, tout d'un coup, c'est Johan qui dit, là, il vient de voir filer la boule de neige de derrière un rocher. Et la boule de neige, le petit lapin est parti se cacher derrière un autre rocher juste en dessous. Et là, Jérémy, il dit tout le monde par terre, faut plus bouger. Super, super. Et on bouge plus. Sauf que là, en fait, il y a la pluie qui commence à tomber. Et alors, c'est cette espèce de pluie qui est pile avant la neige, là, quand il fait 1 degré, 0 degré. C'est la pire pluie. Il y a celle qui mouille et celle qui fait froid. Et moi, au bout d'une demi-heure, en fait, je suis complètement trempé. Pourtant, je suis équipé, j'ai un Gore-Tex, mais en fait, ça tient pas, quoi. Ça tient pas une pluie comme ça pendant une demi-heure. Et je dis à Jérémy, parce que je comprends que Jérémy, il va pas bouger tant que le lapin, il a pas bougé. Moi, je commence à lui chuchoter. Là, Jérémy, je vais pas pouvoir. Si je reste comme ça, c'est clair, ce soir, j'ai une bronchite. Enfin, je serai malade, quoi. Je sens qu'il se dit, oh là là, mais à quel boulet je suis là. Je vois dans son regard qu'il comprend qu'il est un peu avec des boulets. Mais il dit, il faut attendre. Viens, on va faire des nouilles chinoises, ça va te faire du bien. On va faire une soupe. On fait une soupe, on fait des nouilles chinoises, ça me requinque un coup, mais une demi-heure plus tard, je lui dis c'est pas possible, je tiens plus, je vais être malade, quoi, c'est sûr, je vais être malade. Et on lâche le lapin, en fait. Il est sympa, là, et il me dit allez, tant pis, on va rentrer, on va retourner au col. Je connais le chemin le plus rapide. Voilà, il dit je connais le chemin le plus rapide pour retourner, pour rentrer. Et en fait, sur le retour, il se passe un truc canon qui est dans le sujet, c'est que on voit les lagopèdes. On commence par les entendre, ça fait et on voit les lagopèdes. Et là, ça fait une super séquence. Bien qu'on soit complètement transi et congelé, avec l'euphorie un peu de la trouvaille, ça se passe bien. Et voilà. Et ça fait une très belle séquence où on est sous la pluie, on trouve les lagopèdes. Mais ce que j'ai appris plus tard, il me l'a avoué, c'est qu'en fait, c'était pas du tout le chemin le plus rapide. Ça fait faire un détour parce qu'il pensait bien qu'il allait y avoir des lagopèdes à cet endroit-là. Et il s'est dit, au moins, on n'a pas pu faire le lapin, mais on va faire les lagopèdes. Donc voilà, au final, je lui dis merci parce que c'était bien. Tu te souviens de cette histoire? Ouais, hyper bien. C'était, mais en fait, on se connaissait depuis 2 jours. Depuis, on a passé des semaines et des semaines à filmer ensemble, et c'était depuis le tout début. Et c'était incroyable. En fait, pour raconter l'histoire rapidement, un jour, un mec m'a appelé. Il m'a dit ouais, je suis journaliste à France 2, j'ai écouté ton podcast sur le loup en courant pendant le confinement. J'ai envie de faire un sujet sur toi pour De la Housse. J'ai dit mais oui, oui. Il me dit je voudrais qu'on le fasse sur le lièvre blanc, le blanchon, le blanchot, ça dépend où tu habites, mais ça s'appelle comme ça. Donc le lièvre variable, cette espèce de relique de l'ère glaciaire justement, qui devient blanc en hiver, qui vit en haut des montagnes, que j'ai jamais vu moi-même en France. J'ai photographié en Norvège et tout. Et là, tu te demandes pas, oui, pas de problème. Je dis on le verra pas. Je dis moi je suis chaud parce Tu que le dis au début du sujet d'ailleurs, quand Ouais. tu conduis, tu dis un animal que j'ai quasiment jamais vu, qu'on verra probablement pas. Hein. Ouais, Tellement ouais, c'est je la dis on le couleur. verra pas, t'inquiète, on le verra pas, mais c'est tant mieux, quoi. C'est encore mieux pour l'imaginaire du téléspectateur. Et puis voilà, et puis ce sujet est incroyable parce qu'il a beau dire, en fait, c'est un gars qui fait de l'alpinisme, de la Il vit à grimpe. Chamonix, hein. Donc il est. Ouais, à Chambéry. Il est à Ouais, Chambéry, c'est pardon, pareil, il est montagnard, il le dit lui-même. Donc pour qu'il souffre quand même, c'est que.
Ouais, parce que c'est complètement différent en fait. Là, on doit juste s'arrêter et c'est très différent. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est même différent de la haute montagne et tout ce qu'on fait, parce qu'on est statique et on a de l'eau s'imbibe au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ils parlent de Gore-Tex, ça marche pas du tout les Gore-Tex. Moi, j'ai pas de Gore-Tex, j'ai des gros cirés en flexotane de pêcheur que j'achète d'occasion. Parce que ça s'imbibe pas de toute cette pluie. Mais lui, justement, à ce moment-là, il n'est pas animé par l'envie de voir le lièvre. Moi, quand on a vu les oreilles du lièvre derrière le rocher à 30 mètres, j'étais mais complètement bouleversé. Enfin, mais vraiment bouleversé. J'étais hyper ému. Et donc, c'est ça qui me fait tenir, moi, des heures. Et puis, je sais qu'à la fin, je peux faire une photo. Lui, des sujets, il en fait tous les jours. La prochaine fois, il sera avec un mec un peu moins con, ce sera mieux. Enfin, il doit s'inventer cette motivation de rester. Mmh. Et Non, c'est mais il a vraiment. surtout pas passé la même nuit, parce que là, on n'a pas tout entendu, et il nous a confié quand même que la nuit pour lui était particulièrement compliquée, pour lui Ouais, et Johan. Et alors que toi, on te voit d'ailleurs dans le sujet, ouais. tu débarques, tu montes pas forcément une tente, tu poses ton bivy, et tu vas nous expliquer d'ailleurs ce que c'est, et tu dors n'importe où comme ça. Ouais, et en fait, là, j'avais monté une tente quand même, mais la veille, j'ai monté une tente pour eux. Oui, pour eux. La veille, ouais, j'étais monté 3 jours avant même. Et d'ailleurs, en montant cette tente avec un ami pour faire du repérage, qui s'appelle Jérémy Calvo, qui est un super photographe de Haute-Savoie, on a mis la tente en se disant qu'on allait mettre les journalistes dedans. On n'est pas anticipé à quel point ils étaient encore plus montagnards que nous. Ils le sont vraiment tous les deux, Johan et Marc. Et en se levant le matin à 7h du matin, on faisait le café, enfin le thé, et on est donc 2 photographes, et puis on était à cet endroit qui est très beau dans les Fils. Et d'un coup, on voit un renard au loin qui passe dans un endroit tout blanc que j'avais repéré depuis très longtemps, qui est un peu le seul endroit blanc de l'endroit, sachant que moi, je peux faire des photos où il ne faut pas qu'il y ait de cailloux ni rien. Et donc le renard va bientôt arriver dans cette zone, et on boit le café, et on saute un peu sur nos télés. Lui, il a un gros 600, moi j'ai un 402.8. Et on vit ce truc-là. Et en fait, on ne s'est plus parlé pendant 7 minutes parce qu'en fait, ce renard était un loup, un gros loup mâle qui est passé devant nous, qui est monté sur le col et qui a regardé le Mont Blanc, qui est redescendu. Donc, en fait, 3 jours avant avoir fait ça, on a eu une chance encore plus folle avec un de mes amis de voir un loup en Haute-Savoie, en plein jour, dans un endroit tout blanc. D'ailleurs, je l'ai dit aux journalistes après, ils étaient sûrs qu'on allait le voir aussi. Mais bon, on a vu le lièvre, ce qui est déjà incroyable. En tout cas, dans ces conditions un peu extrêmes, évidemment, on fait pas n'importe quoi. Il faut être préparé, il faut être équipé. Faut faire attention à sa santé, à celle des autres. J'ai cru comprendre que tu avais vécu des moments un peu compliqués, notamment avec des engelures. Ah ouais, ouais, mais ça, très souvent, en gros, mes pieds, j'ai perdu un peu mes 2 pieds au Yukon quand j'ai fait la photo des 2 mouflons là qui devaient se battre dans le blizzard et à -40 et qui ont fini par faire une espèce de câlin sur la crête qui séparait leurs 2 territoires pendant les combats du Rut. Et donc une photo dont je suis fier et que Donc, qui est assez emblématique de Ouais. ton boulot. que j'ai plaisir à regarder. C'est rare de pouvoir regarder sa propre photo, tu sais, celle-ci, je suis d'accord pour la regarder tellement elle me dépasse. Et là, cette fois-là, j'ai vraiment perdu mes pieds. Là, au moment où je te parle, j'ai un pied qui appuie sur l'autre parce que j'ai mal au pied tout le temps, tout le temps, tout le temps, matin et soir. Et aussi aux mains, j'ai des fourmis dans les mains, j'ai des problèmes même avec le tactile de mon téléphone, ce qui est pas mal parce que ça peut m'éviter de toucher à mon téléphone, mais mes doigts et mes mains vont pas bien. Les yeux aussi brûlent beaucoup avec la neige malgré les lunettes et tout. Mais ça, en gros, je l'accepte. C'est les animaux que je vois, pareil, ils ont des cicatrices dans tous les sens, ils ont des pattes cassées qui doivent se refaire tout seuls. Ça fait partie en fait de ça, de vivre dehors. On sait plus trop y vivre, on n'est plus trop adapté. On a inventé le confort qui est génial, genre par exemple d'avoir un hôpital, de pas mourir à la naissance et tout, c'est trop bien le confort et le progrès. Et en même temps, on s'est détaché de ça, de vivre intensément, de vivre pour ce qu'il y a autour de nous, de dépendre des autres êtres vivants. Par contre, toi, tu acceptes ça, mais tu as du coup une responsabilité quand tu emmènes des gens aussi dans cet univers-là. Il y a Mathieu qui nous a confié que tu avais détecté un début d'engelure au niveau de son Ouais. nez aussi, hein. Donc tu gardes un œil quand même sur. Tu as l'œil dans les jumelles ou l'objectif, mais tu regardes un peu ce qui se passe à côté des gens qui te suivent pour assurer. C'est incroyable en montagne et on prend beaucoup plus soin des autres que de soi-même. C'est très beau ce moment-là. C'est très intime la montagne. Par exemple, si il y a quelqu'un qui s'approche du vide, ou même si tu vas sur les falaises d'Étretat ou où tu veux, tu auras beaucoup plus peur de quelqu'un qui se rapproche du vide que de toi-même. Et c'est très beau, je trouve que c'est des moments qui révèlent un peu la bienveillance, enfin l'espèce d'amour humain qui existe quand même. Et je me souviens que Mathieu, il avait des HF, c'est des trucs pour les micros. Les micros. Alors en fait, ce Darté, enfin, ou de la boîte de prod était en ferraille et c'est de la catastrophe. Tu les touches, tu te brûles. Et là, je me suis vraiment brûlé un doigt pour toujours. Et en fait, tu te brûles de froid, hein, -40, et tes doigts restent collés et ça crée une cloque. Et là, je me suis occupé de son HF, Mathieu, et pour l'aider, j'enlevais mes gants.
c'est incroyable comment on a envie dans des conditions difficiles, on s'entraide beaucoup plus. Et à ce moment-là, je regardais son nez, il y avait une énorme tache rouge qui devenait blanche. C'était une grosse engelure qu'il avait sur le nez. Et ouais, je lui ai mis un espèce de pansement avec une écharpe. C'est rigolo, c'est des moments très forts en fait où c'est la vie qui nous oblige à être proches les uns des autres. Et le confort ne fait pas ça. Dans le confort, on n'a pas besoin de s'occuper des autres ni d'être que les autres s'occupent de nous. Alors donc tu abordes un peu le côté matos justement, bon t'es photographe, hein, quel genre de matériel peut supporter ces conditions de prise de vue extrême? Donc j'ai cru, enfin tu travailles avec un Nikon Z9, ça tient la route à -30? Ah ouais, en fait, le froid, l'extrême froid, donc les plastiques peuvent casser et tout, mais là, sur les gros boîtiers, il y a pas trop de boutons qui sortent en plastique qui pourraient casser, mais ce qu'il faut, c'est quand même une grosse cage complètement tropicalisée et tout, donc ça résiste super bien. Les gros problèmes avec le froid, c'est les transitions, donc quand tu passes d'un coup dans du chaud ou quand tu es un peu entre les deux, l'humidité. Le vrai froid, en gros, il conserve, il abîme pas le matériel, mais il faut avoir plein de techniques, genre mettre ses batteries tout le temps au chaud. Donc j'ai des espèces de chaussettes en laine dans lesquelles je mets toutes mes batteries, Mhm. que je mets dans mon duvet la journée, que j'accroche sous mes fringues, enfin que je mets dans mon duvet la nuit, que j'accroche sous mes fringues la journée. Mais ouais, le Z9, je l'ai utilisé cet hiver et j'ai eu aucun problème. Les hybrides, j'avais un peu peur au début pour plein de raisons, parce que je me suis dit que la batterie allait se consommer beaucoup plus vite. Ah Parce que ouais, tu la dois visée électronique, ça, Bah ouais, ça consomme mécaniquement. plus. Ouais. Ce qui est le cas, mais pas tant que ça. Et puis finalement, je passe plus de temps dans mes jumelles du coup. Et la batterie, je la mets même pas souvent dans le boîtier. J'allume très peu le boîtier. J'utilise une batterie, un peu bizarre. J'utilise toujours une batterie dans le boîtier quand je me balade, qui est un peu une batterie qui va pas très bien, qui a tout le temps froid, qui sert à c'est la batterie qui se refroidit, mais au cas où il se passe un truc. Et puis quand je prends un peu le temps de me poser, j'en mets une seconde qui est chaude. Et puis l'autre, c'est ma batterie qui sert de déplacement. Enfin, t'as plein de petites de tics, enfin de petits réflexes de photographe. Et voilà. Et puis après, les objectifs, ils peuvent se gripper avec le givre. Ce qui est arrivé dans un sujet, là, on me voit retirer mes gants avec les renards polaires, le sujet qui sort en juin. Je me suis brûlé tous les doigts. Enfin, parce qu'en gros, l'autofocus ne marchait plus avec le froid. Enfin, les contacts Mhm. étaient tous gelés et, et la mise au point ne marchait plus. Alors, c'était un objectif d'une autre marque, mais je ne promets pas que ça ne pourrait pas arriver avec. Oui. Ce qui est marrant, c'est que moi, en gros, j'utilise des boîtiers dans des conditions où ils n'ont pas trop allé pour l'instant. Donc, quand je pose des questions aux marques, ils disent oui, mais On sait pas. on verra, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de vrai. En fait, moi, souvent, les gens me posent toujours des questions sur le matériel, mais moi, techniquement, je suis moins résistant que le matériel. C'est toujours moi qui lâche avant. En gros, j'ai plus froid que mon appareil tout le temps. Et puisqu'on parle de matos, donc qu'est-ce qu'il y a dans ton énorme sac? Parce que tu as un énorme sac, hein. C'est ce qu'on Merci, voit dans c'est les gentil. sujets quand on te suit. Oui, c'est impressionnant. Donc, t'as quoi comme optique là-dedans? J'ai tout le temps un 400-2.8. Genre, j'ai passionné par cette optique. Je trouve que c'est une optique qui va bien avec mes jumelles aussi, parce que et avec le rapport de grossissement. Puis c'est surtout une optique qui est lumineuse, qui t'oblige aussi à composer un peu, à appréhender le paysage autour de l'animal. C'est une optique où quand l'animal se rapproche de toi, il tient encore à peu près dans le cadre. C'est une optique que j'ai toujours utilisée, donc je sais toujours comment ça va tomber quand je vais viser avant de viser un sujet, je sais quelle place il va prendre l'objectif. Ça aurait pu être un 300 ou un 600, mais le 400 mm, je trouve qu'il correspond bien à l'appréhension que j'ai du vivant et de la distance, par habitude, et aussi pour la lumière et pour le flou qu'il procure. Pour son piqué aussi, sa capacité à recadrer ou à mettre des convertisseurs. C'est pour ça que chez Nikon, j'ai trouvé ce 408 incroyable où il y a le téléconvertisseur Intégré, intégré. là. Ouais. 1,4 fois. Ouais, qui est à droite en plus. Donc quand je shoot, ma main gauche tient le téléobjectif, ma main droite tient le boîtier et fait des boutons. Et genre mon majeur va chercher, Ouais. alors que je shoot, le Peut faire convertisseur monter le truc, quoi. sans perdre la visée. Ça, c'est incroyable. Et puis alors moi, j'ai besoin des pixels quand même. Genre, je recadre en carré, toutes mes photos sont carrées. Et puis comme je ne supprime pas d'éléments dans mon image, je me sers parfois d'un recadrage puis que j'ai pensé à la prise de vue, où je vais chercher une zone où il n'y a pas des petits cailloux, des arbres, parce que je ne les supprime pas. Je ne retouche pas mes photos, mais je les recadre. Et j'adore ce combo d'avoir un boîtier avec 45 millions de pixels, le Z9, et puis un 402.8 qui peut devenir un 600. J'avais toujours eu un 600 f4 et un 402.8, maintenant j'ai plus qu'un 402.8.
Et voilà, après j'adorais avant le 300-2.8 aussi, qui coûte beaucoup moins cher. Genre maintenant, en plus avec les stabilisations dans les boîtiers, on peut acheter un vieux 300 AFS 2.8 qui coûte 1500 € d'occasion. Et la stab du capteur, elle vaut largement une stab d'optique, surtout qu'elle fait aucun bruit. Et là, on se retrouve avec un truc incroyable pour 1500 €, un téléobjectif qu'on fait tout le 308, c'est fou. Et là, on parle d'image, de matos. T'es jamais tenté de presser la touche rec vidéo? Ouais, alors si, beaucoup. En gros, quand il n'y a pas de neige, je filme. C'est à peu près ça. Et quand je passe mon année dehors, je filme beaucoup. Dans les sujets que tu vas voir et que tu as vu, tous les animaux, c'est moi qui les filme. Parce que je suis le mec avec le téléobjectif devant, avec le trépied. Donc, je me prends un peu pour un chef-op parfois que je ne suis pas. Mais je suis un peu devenu. En gros, j'adore filmer les animaux. Ah, tu tolères les cailloux en film, un peu plus. Ouais. En gros, la vidéo, c'est complètement différent. On peut même faire. Au début, j'aimais bien faire des vidéos aussi à 2.8 pour avoir ce flou et tout, mais je me suis rendu compte que même en vidéo, quand tu es à 5.6, c'est incroyable. Et puis en vidéo, j'ai l'impression que j'appréhende encore plus l'animal. Je prends encore plus conscience de sa vie en général, parce que tu dois filmer pendant 1 minute ou pendant 30 secondes. Alors que la photo, elle saisit juste un moment. Et en fait, l'animal pourrait juste passer une demi-seconde, ça va. En vidéo, tu es obligé de l'avoir longtemps devant toi, c'est génial. Alors dans le documentaire, on te voit prendre les coordonnées GPS à l'intérieur de la tente. Ah ouais, Tu peux nous expliquer un peu ça? Ouais, ça fait partie des trucs où j'ai dû être un peu organisé alors que je suis allé dehors parce que j'étais un mec pas organisé. Je voulais pas avoir une vie organisée, mais en fait, il faut être organisé. Enfin, faut survivre en fait. Ouais. Alors moi, là, à ce moment-là, c'est de la survie. Le reste du temps, la vie dehors, c'est de la vie. Hein. C'est vraiment vivre. C'est vivre pleinement avec tous tes sens, en pensant à rien d'autre que utiliser ton instinct. L'instinct, c'est la vie, hein, plus que la survie. Et je dis pas ça pour jouer sur les mots, vraiment. Après, le truc, c'est genre, si tu prends tes coordonnées. Le soir, il y a toujours du blizzard dans la toundra, partout. Il y a toujours un peu de vent le soir, et même la nuit. Et la nuit, tu vois plus. Et ta tante, elle a beau avoir des trucs réfléchissants et tout, s'il y a ce mur de neige qui vole, là, ce qu'on Tu voit vois plus parfois rien. sur mes photos, bah, tu vois plus ta tante. Donc tu prends tes coordonnées en partant, tu regardes ta tante à 15 mètres, et puis quand tu reviens à ton point, c'est la petite dame, il n'y a pas la petite dame qui dit « Vous êtes arrivé ». T'as plutôt un truc qui sonne, qui fait bip bip, c'est-à-dire t'es arrivé, et puis tu regardes autour de toi, il n'y a pas ta tante, et tu sais pas dans quel endroit tu vas, et tu la retrouves pas. Donc il faut prendre ses coordonnées GPS à l'intérieur même de sa tente, c'est précis au mètre près, donc par chance, tu pourras au mieux te prendre une ficelle dans ton pied et tu sauras que tu seras arrivé. Donc il y a des trucs comme ça si tu veux pas mourir. Et puis il y a des fois, tu vois un animal pas loin, un renard polaire pas loin, tu sors, tu es en train de faire la bouffe, tu vois un renard polaire qui est sur une crête, tu pars avec ton téléobjectif, tu suis, il t'emmène à un endroit, tu te dis bah là-bas il va passer dans un endroit tout blanc, tu te mets à skier en parallèle sans qu'il te voie, tu l'attends. Mais merde, je suis déjà à 6 km de ma tente, j'ai pas pris mon GPS, il y a le blizzard qui arrive, bah là t'es mort. Donc quand tu vois un renard polaire, tu prends ton sac à dos, tu mets ton duvet dedans, tu prends ton GPS, tu regardes si tu as des batteries sur ton GPS, tu prends des batteries d'appareil photo, t'oublies pas tes gants, tu mets tes skis, des trucs, bref. Ouais, il y a 2-3 bricoles à penser, quoi. Et t'as suivi une formation de haute montagne, guide de haute montagne, des choses comme ça? Parce que t'es quand même né dans la forêt de Rambouillet. Ouais, alors j'ai passé beaucoup de temps dans le froid très vite, mais je fais pas j'ai pas tout le temps des crampons, des cordes. Je vais souvent dans des endroits plats pour la bonne raison que je suis tout seul et qu'il faut pas que j'aille dans des endroits avalancheux. Mais non, j'ai appris sur le tas, à mes dépens parfois. Et puis sinon, j'ai pas mal d'amis qui sont guides, avec qui je suis allé en montagne. Ils étaient contents d'avoir un photographe et moi j'étais content d'avoir un guide parce que eux, les guides font de plus en plus de photos parce que leurs clients leur demandent des photos pour mettre sur leur Instagram, à peu près, on va dire. Et moi, j'étais trop content de profiter de leur expérience. Donc j'ai appris beaucoup avec des gens, pas que des guides, aussi des gens qui vivent dehors. Genre, il y a le podcast des baladeurs face à face polaire. J'ai beaucoup appris. J'étais avec un gars qui était caché sur une île au nord de la mer de Barents. Oui, c'est le premier épisode. Ouais, qui est un mec des forces absolument dingue. spéciales qui était à moitié chasseur alpin, qui a fait des planques en Russie et tout, et qui vivait juste de sa chasse et de sa pêche sur une île. Lui m'a beaucoup appris aussi. Alors, on voit principalement des mammifères sur tes images. Et parmi toutes les rencontres sauvages que tu as pu faire, il y en a une qui t'a particulièrement marqué. C'est celle d'un loup, dans le Yukon. On écoute un extrait de l'épisode du podcast Les Baladeurs, le pacte du loup. Je vois qu'il y a de la lune, donc on voit vachement bien la neige et tout. Et tout de suite, je vois des ombres qui avancent, une ombre qui avance vraiment très vite partout. Donc je me dis, c'est peut-être un renard et tout, donc je regarde. Et là, l'ombre passe tout près de mon affût, entre mon affût et la carcasse, l'animal mort, le caribou. Et en fait, c'est très très grand. Donc je me dis, c'est peut-être un autre caribou. Donc j'ai un téléobjectif qui est lumineux et je sais à peu près régler mon boîtier pour capter beaucoup de lumière. Ça fera pas une photo nette, mais avec la photo, j'arriverai à voir ce que c'est. Et donc là, j'ai une première photo où on voit plutôt une masse toute en longueur et pas grand-chose, des pattes.
Et c'est très dur de faire des photos parce que je me relève un peu, je suis allongé sur le dos et je me relève vers mon appareil, je m'agrippe à mon trépied parce que c'est dur de se tenir bien assis et il fait froid et je suis surtout dans mon duvet et je peux pas trop sortir mes mains. Et je refais une photo et là sur la photo je vois super bien ce que c'est et en fait c'est un loup, c'est un très gros loup qui est arrêté. Cette fois il s'est arrêté, il est assis à côté de la carcasse, il est à 25 mètres de moi, il est un peu plus proche. Il est très très gros, il est énorme, dans mon téléobjectif, il est un peu trop gros pour faire une belle photo presque. Mais il fait nuit et on voit juste son ombre et il est de profil. Et ça fait une photo complètement comme un dessin de loup, comme un logo, avec exactement juste l'oreille et le dessin du museau pile de profil. Mais je le vois pas directement, je le vois à travers ce que mon appareil photo m'envoie comme information, donc c'est assez irréel. Dans le format Good Job de Combini, tu as déclaré: quand un loup te regarde, tu as l'impression que ton âme est coupée en deux, que ton cœur s'arrête. Belle punchline. Hein. Boum. Le loup, c'est ton match le plus marquant jusqu'à présent? Ouais, largement, ouais. En gros, le loup, c'est un peu notre alter ego des hommes, c'est notre rival. On a essayé de le contrôler. On le jalouse terriblement parce qu'il fait à peu près tout comme nous. Il vit en famille, sur les mêmes territoires que nous. Il chasse les mêmes trucs que nous, sauf qu'on le voit pas. On le voit jamais. Lui nous voit tout le temps. Donc, quand un loup te regarde, tu vois, pour une fois, tu vois ces yeux qui te voient tout le temps, comme un genre de Dieu qui te verrait tout le temps et que tu pourrais pas voir. Et aussi, là, il a une froideur incroyable et une force incroyable dans ses yeux. Ce sont des prunelles qui bougent pas. Il bouge la tête très très doucement. Ses yeux ne bougent pas, ses prunelles ne bougent pas, sinon que sa tête. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement divin, d'extrêmement puissant. Puis surtout lui, il voit des paysages enneigés, des caribous, donc c'est un peu cette forêt qui, pour une fois, tu ressens cette forêt qui te regarde, parce que dans la forêt, il y a plein d'êtres vivants, mais qui te montrent, qui sont là, qui bougent pas, ces arbres là, qui ont l'humilité de rien dégager directement. Puis il y a juste ces deux yeux d'un loup qui portent un peu tout le reste des vivants autour. Et puis il y a aussi ce fait qu'on ait le rapport avec les chiens, nous. Et alors, il faut bien se dire que là, on est sur au Yukon, au bord de la rivière Klondike. Enfin, en gros, on est pile dans les histoires de Jack London. On est vraiment, mais au kilomètre près. Donc c'est bouleversant. D'un coup, je me retrouve dans ces histoires-là. Et puis les loups, je les ai cherchés depuis tout petit. Le premier loup que j'ai entendu, c'était près de la maison de mes cousins dans le Vercors, où là, il m'avait répondu en mois d'août, un jeune loup. J'avais imité, il m'avait répondu, je l'avais enregistré. Je me souviens, j'étais complètement fou, hein. On pourrait en parler des heures du loup, et c'est pour ça qu'on en parle des heures souvent à l'assemblée ou dans des cafés, ou malheureusement dans d'autres situations. C'est un animal qui nous bouleverse parce qu'il a tout comme nous et en mieux que nous, et il est insaisissable. Il représente tous les autres êtres vivants sauvages qu'on ne peut pas saisir malgré toute notre technologie et notre savoir, quoi. Oui, puis on vous invite vraiment à écouter l'épisode en entier, hein, Le Pacte du Loup, produit par les Others, qui est vraiment un magnifique épisode avec un très bel habillage sonore. Un épisode qui prend quand même des tournures un peu tragiques. Je ne spoilerai pas la fin, Ouais. mais tu as été confronté souvent, et tu en as parlé tout à l'heure avec ta rencontre incroyable aussi dans le Grand Nord, qui était l'objet d'un autre podcast. Tu étais confronté à la chasse, et tu as peut-être Ouais. dû toi-même chasser pour survivre en milieu hostile. Ouais. Or, souvent, on peut parfois opposer un naturaliste, un photographe naturaliste et des chasseurs. Or, c'est pas aussi simple que ça, non, finalement? Ouais, alors on va partir dans les inconnus là, mais en gros, c'est. Il me fallait un extrait. Non, mais c'est rassurant. Ça veut dire que ta génération connaît les inconnus. Moi, ça me rassure beaucoup. Ouais, mais fais gaffe, moi j'ai un peu entre deux générations, je crois, et puis j'ai vécu loin des gens, mais en gros. Allez Bernard, le bon chasseur. En gros, la chasse, c'est très intéressant. Alors d'ailleurs, la chasse en France, c'est un truc politique, et puis il y a vraiment des bonnes raisons pour ne pas aimer la chasse. En gros, moi, si je dois faire un parallèle, j'ai joué très longtemps au foot, et je n'ose pas le dire non plus, mais je déteste les footballeurs et le foot en tant que tel, mais j'adore ce sport parce que je trouve que c'est un sport incroyable qui est aussi populaire, c'est qu'il unit autant les gens. Normalement, c'est un sport collectif et tout, enfin bref. Et bah, la chasse, c'est pareil. En gros, manger et se faire manger, c'est quelque chose que je trouve vraiment très émouvant et extrêmement tragique. Il m'est arrivé de devoir tuer des animaux pour me nourrir dans des endroits où il n'y avait ni supermarché, ni rien. Et la chose la plus écolo qu'on puisse faire avec ces gens qui vivent là-bas, c'est de chasser, de pêcher, de cueillir.
Et en même temps, tuer un animal, c'est extrêmement triste et ça nous traverse et quand on va justement manger, cette force de vie qu'il nous offre, on est, extrêmement ému et ça donne de la valeur aux choses et d'ailleurs, nous, on essaie de se réinventer du tragique et des chasseurs le font en France en tuant des animaux justement pour se réinventer des émotions fortes, mais en soi, à ce moment-là, il y a pas de légitimité, surtout si on les a mis sur un mirador, s'ils tirent sur un truc qui passe, dont ils connaissent pas la vie. Bon là, c'est vraiment alors qu'au contraire, parfois, j'ai vu des gens chasser et qui connaissaient les animaux mieux que personne parce qu'en gros, ils trichaient pas pour les tuer et qu'ils vivaient auprès d'eux et les Premières Nations, les Indiens ou même ce gars avec qui j'ai habité, des semaines, sur une île, ils étaient amoureux de ces bestioles, ils étaient très tristes de les manger mais eux, en fait, avaient accepté d'être aussi une proie aux éléments, une proie aux grands prédateurs, une proie au froid, et en fait, je pense que pour chasser, il faut accepter aussi de devenir une proie et de reprendre. Et c'est très agréable quand tu vas dehors de se sentir. Moi, dans ces endroits, je me sens à la fois aussi une proie. On a été trop longtemps juste un prédateur et se sentir fragile par rapport à un arbre immense, une falaise, un loup potentiellement, même s'il va pas nous manger, il ne mangera jamais, mais un ours. Donc un ours polaire, il viendra te manger, lui. J'aime bien, j'ai retrouvé ça, je vois les animaux qui se dévorent entre tout le temps, je vois ça juste comme un passage de vie, et justement ta chair sert à d'autres animaux, c'est hyper beau, ou comme de l'engrais, ou sinon de la chair fraîche. Je trouve ça nous remet un peu à notre place, hein, et il faut d'abord se retrouver un peu à cette place-là, je pense, pour ressentir ce que c'est que de manger un autre animal. Mais, heu, mais ouais, et puis j'ai des amis qui mangent le fruit de leur chasse, même en France, et ça me choque pas trop parce que ils ont par exemple chassé à l'arc, ils se retrouvent devant un animal très proche, ils voient son cœur battre, ils ont mis des semaines à l'approcher, à comprendre où il vivait. Donc ils ont recréé, hein, ce lien avec l'autre animal et je trouve ça beau et plus courageux que notre barquette de France ou de viande ou même, que manger, du soja, qui a été fait, on ne sait pas comment et tout. Mmh. Mais c'est un débat immense, hein, et c'est pas notre débat. Jérémy, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui finalement te plaît le plus dans tout ce process? Est-ce que c'est finalement la documentation et le fait de décider que tu vas t'intéresser à telle ou telle espèce? Est-ce que c'est la quête, la recherche, l'attente, la rencontre, le moment où tu déclenches, la contemplation une fois que tu as déclenché? C'est quoi? C'est un ensemble ou il y a une phase un peu dans tout ce process qui te plaît le plus? Bah, j'en sais pas grand-chose, je crois que le moment que je préfère et c'est un peu pour tout le monde pareil, c'est, pardon, la comparaison est bizarre, mais si on doit comparer à une relation amoureuse, Clémenceau disait que le meilleur moment, c'était les escaliers, quand tu montes les escaliers avec, la personne que tu aimes. C'est toujours les moments avant, tout ce qui peut arriver, qui sont très beaux parce que ce sont les moments, en fait, où tu ressens que ça va bientôt arriver et où tu utilises, ton imaginaire, et Tu as une belle formule, pardon de t'interrompre, mais ça fait écho à ce que tu dis. Tu as une belle formule dans le documentaire Le photographe des neiges. Tu dis la magie du pistage, le meilleur moment. Ouais, bah, c'est ça, en gros, et c'est pour ça que je fais des photos comme ça, un peu vides, un peu parce que moi, j'ai toujours eu c'est un imaginaire immense et quand j'entendais des cerfs bramer depuis ma fenêtre quand j'étais petit, je les imaginais dans ma tête et je trouve que la photo, c'est ça, et d'ailleurs, imaginer, c'est fabriquer une image et pour moi, la photo, c'est ça, c'est le truc le plus personnel qu'on ait et qu'on puisse transmettre aux autres, c'est ce qui nous traverse, la tête, puisque c'est le mélange de la réalité, de notre émotion et de notre cerveau. Et donc moi, mon moment préféré, qui est mon moment qui m'anime tout le temps, c'est d'espérer voir un animal et de pas encore le voir, d'être frustré de pas le voir, mais quand même imaginer qu'il traverse cette clairière toute blanche dans laquelle la photo risque d'être blanche, et ça va être bien, et le lynx pourrait passer, mais il reste toujours en forêt. Mais ce moment est incroyable, c'est un moment en fait où on a tout mis de notre côté, mais c'est rien en fait, tout ce qu'on a créé, bien se cacher, tout c'est absolument rien. La réalité, elle est là. Le lynx, il a beaucoup, beaucoup plus d'éléments qui vont le décider ou pas de traverser. Il vit en relation avec beaucoup plus d'êtres vivants que nous, beaucoup plus d'informations que nous. Nous, on a notre cerveau, mais ce sont juste des idées. Elles nous bloquent, alors que lui, il reçoit des milliers d'infos autour de lui, de tout ce qu'il ressent, de tout ce qu'il sent, des souvenirs de cet endroit. Il va pas traverser ou pas, et j'en sais rien. C'est ça qui est incroyable. Tu mets jamais de piège photo, des choses comme ça? Si, je mets des pièges photos, mais et Ouais, encore, c'est pareil, ouais. c'est pareil, le piège photo te donne des infos, mais j'en mets pas pour les lynx, j'en mets pour les cerfs.
Là où vivent les lynx, il y a largement assez de pièges photos sur les territoires du lynx. Tous les 300 mètres, quelqu'un a mis un piège photo. Donc, finalement, si le lynx arrive trop vite, c'est presque un peu frustrant pour toi. Alors moi, en gros, ce qui est toujours frustrant, c'est que le lynx va jamais à découvert. C'est un prédateur. Et c'est comme ça que j'ai fait une photo de chamois, donc je suis super content. On a l'impression qu'ils sont tous dans un endroit tout blanc, on sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, c'était un lynx qui criait dans les arbres autour. J'aurais très bien pu approcher le lynx, il était là depuis plusieurs jours, il est en route. Mais moi, plutôt que de faire une photo avec des arbres et un lynx, je voulais un lynx dans le tout blanc. Les chamois savaient qu'ils n'iraient pas, donc ils sont foutus au milieu de la clairière. Et ça fait cette photo dont je suis content. On sait pas trop si c'est. On croit que c'est complètement retouché, que j'ai collé des. Ah bah chamois. complètement. Ouais, C'est une photo, c'est Photoshop à fond, quoi. ouais, elle est On drôle. l'a vu à ton expo éphémère d'ailleurs. Ouais, elle est marrante cette photo. Et bref, je participe plus au concours, mais d'ailleurs, c'était la fermeture du Wildlife Photographer of the Year. Et j'aurais peut-être dû. On croit toujours qu'on peut gagner encore des concours avec cette photo, mais j'aurais peut-être dû l'envoyer. Alors, récemment, hein, Benjamin l'a évoqué, tu as organisé une exposition éphémère en plein cœur de Paris qui a fermé ses portes il y a quelques jours. On y est allé et nous avons rencontré quelques visiteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tes images suscitent de l'émerveillement et de l'émotion. On en écoute quelques-uns. Je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans et je suis amenée à venir dans cette exposition puisqu'en fait j'ai mon conjoint qui est vraiment fan et qui ne pouvait pas se déplacer. Donc voilà, je viens pour une petite dédicace et en fait je ne connaissais pas du tout son travail et pour autant ça fait un gros clin d'œil avec mon changement de vie puisque je suis en reconversion actuellement et je pars m'installer dans le Perche. Et donc, il y a certains des animaux qui me font un petit clin d'œil pour mon départ qui a lieu ce soir pour ce changement de vie. J'ai adoré le petit renard avec son petit saut dans la neige. Je le trouve vraiment magnifique. En fait, c'est compliqué d'en choisir un puisqu'ils sont tous vraiment très très beaux ces animaux. Une petite reconnexion avec la nature. Bon, je reconnais le sanglier que moi je vois vraiment très souvent en Normandie. Également le faon. Voilà, j'ai des petits favoris, mais même voilà, des chamois comme ça, je les trouve vraiment sublimes. C'est un très très beau travail. Je m'appelle Guillaume, j'habite en Bourgogne et je suis un petit peu photographe animalier amateur, disons. Et je suis aussi papa d'un petit Jules qui m'accompagne de plus en plus dans les affiches photos. Et donc je suis Jérémy sur les réseaux sociaux et c'est vrai que pour nous deux, aussi bien pour moi que pour mon fils, c'est vraiment une source d'inspiration. Donc on suit ses aventures, notamment ses stories dans des conditions vraiment extrêmes. Et à chaque fois, mon fils s'émerveille à la fois de ses photos et de la façon dont il va chercher dans des cadres naturels vraiment assez superbes. Voilà, donc je suis très content de venir ici pour cette exposition et puis de faire un cadeau pour mon fils à cette occasion. Salut Jérémy, c'est Manon. Moi j'ai découvert ton travail l'année dernière par les reportages sur France 2 et Arte. Et là c'est la première fois que je vois tes photos en vrai, entre guillemets, donc en grand format. Et c'est extrêmement fort comme émotion. Et assez paradoxalement, en fait, la première réaction, c'est que ça me laisse sans mots, en fait. Par contre, à l'intérieur, ça bouillonne. C'est hyper fort. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis à ce point touchée par des créations photographiques et par de l'art en général, même si je suis globalement hypersensible. En fait, à chaque fois que je suis devant une de tes photos, c'est comme s'il y avait une énorme force d'attraction qui faisait que je pourrais rester devant pendant des heures et comme si je voulais pas partir, en fait, pas passer à la photo suivante, ou comme si on était juste bien devant cette photo et devant ce que ça nous faisait ressentir, comme un espace de liberté, une bulle d'air en fait, et c'est hyper apaisant et hyper inspirant. Et pour tout ça, je voulais te remercier parce que je sais pas si tu as conscience de l'impact de tes photographies sur nous en fait et sur la société en général. Donc merci d'être qui tu es.
Moi, c'est Isabelle. J'ai eu vent de l'expo par Instagram, en fait, voilà. Et je suis Jérémy depuis quelque temps. Et je trouve très chouette ce qu'il fait. Belle photo et tout en blanc. On était ailleurs, on était au carreau du Temple et on a fait un petit crochet exprès pour venir voir l'expo. Il se trouve que j'ai su que Jérémy Villet faisait une exposition ici et il a fait les photographies de mon mariage il y a 9 ans. C'était par une connaissance, enfin un peu par hasard aussi. Et ces photos étaient très réussies. Et j'ai su depuis qu'il faisait de la photographie. Enfin, à l'époque déjà, il aimait en faire. Et il faisait des photographies, je crois, de mariage. Je ne vais pas dire de bêtises, mais pour financer ses voyages. Donc j'avais un peu suivi, mais ensuite j'ai passé 4 ans à l'étranger. Donc j'avais vu une exposition il y a très longtemps, plutôt dans le 6e. Et donc quand j'ai su qu'il y en avait une ici, c'était la bonne occasion. Donc je les découvre et elles sont magnifiques et bouleversantes comme toujours. Et le blanc est à la mode, j'ai l'impression. C'est un livre de Tesson. J'ai vu qu'il y a un autre livre blanc dans les catalogues des librairies. Et là, je sais pas, c'est époustouflant. Enfin, je sais pas. Je peux pas. J'ai pas encore trouvé le vocabulaire. Bon, bah voilà des témoignages avec beaucoup d'émotion, notamment celui de Manon. C'est important pour toi le partage avec ton public, les spectateurs, les personnes qui aiment ton travail? Ouais, alors il y a un truc particulier à faire des photos de nature, c'est que le but de notre travail, c'est de retranscrire ou juste de saisir une beauté qui nous dépasse absolument et qui nous touche énormément déjà nous quand on la photographie. C'est pas comme quand tu crées quelque chose à partir de rien. J'ai vraiment l'impression de transmettre un truc qui me dépasse complètement. Et c'est ce que je cherche dans mes photos, c'est de d'essayer de trouver juste. J'ai une situation dans tout ce qui peut se passer de magnifique dans la nature que j'arrive un petit peu à retranscrire sans l'abîmer, qui est la situation de voir un animal dans la neige. Et donc après, ça dépasse complètement là ce que ressentent les gens et même moi-même quand je regarde des photos d'autres photographes, c'est incroyable tout ce que ça nous procure parce que ça rappelle à notre relation au monde et à notre vie, à nos souvenirs. Donc ça me touche, mais surtout ça me dépasse complètement. Alors les gens me remercient moi, bah oui c'est gentil, ça me motive énormément. Mais aussi, remercions, je sais pas qui, je pense tout quoi, tous les êtres autour de nous quoi. Mais c'est très touchant. Hein. Et il y a vraiment tous les âges, c'est ça qui est. On a l'impression que les gens viennent de tous les horizons, de plein de destinations différentes. Hein. Monsieur de Bourgogne, par exemple, enfin, des gens qui passaient par Ouais. là, des gens que tu as croisés il y a 9 ans lors d'un mariage, apparemment. Ouais, j'ai fait des photos de mariage parce Ouais. qu'on n'a pas dit encore, mais c'est très dur de vivre de la photo animalière. Pendant 6 ans, le livre là, qui est sorti Première Neige, toutes les photos, je les ai faites grâce à des photos que j'ai fait de reportage. Et la photo de mariage, c'est très fatigant, c'est dur, mais c'est incroyablement beau. Hein. On peut toujours faire plus beau, et puis c'est une super école de photo. J'ai appris la photo en photographiant des mariages, comme plein d'autres gens. Munier, il faisait des photos pour l'Est républicain, il était photoreporter pour payer son matos au début et tout. Et je pense il a une partie de notre. Parce que quand on va dehors, alors lui, un truc assez incroyable dans son regard, il a un truc qui ressemble, qui est un peu détaché de la photo. Il a un regard qui est pas du tout photographique. Genre les photos sont pas toujours nettes, pas toujours cadrées comme on croit, mais du coup on oublie la photo, on oublie l'exigence, la technique et tout, et on regarde que la sensation extrêmement sauvage. Je crois qu'il y a que lui qui arrive à faire ça. Moi j'ai juste une technique mais je l'ai apprise peut-être un peu en faisant des photos de robe de mariée, on va dire. Ouais. Alors, t'arrives comment à gérer finalement ce paradoxe entre les moments où tu es sur le terrain dans la nature, où tu es tout seul avec les animaux, et à l'opposé, ta vie parisienne, vernissage, dédicace, rue Ouais, des Abbesses? j'avais jamais fait ça. En gros, j'ai fait ça parce que je l'ai trouvé un cadre assez atypique de le faire et que j'ai réussi à m'approprier. Et je vais te montrer un peu le truc. J'ai demandé à un de mes potes si un jour son beau-père qui avait récupéré un chantier ou d'autres gens avaient un chantier qui donne sur une rue, qu'on puisse en faire une espèce de galerie éphémère. C'est très gênant pour un photographe de se retrouver dans un endroit très beau avec des gens très bien habillés et se mettre dans un coin et avoir l'impression de rien avoir à faire là, faire une demi-heure de dédicace et s'en aller. Il y a une espèce de... Ça aussi, c'est paradoxal. Là, en gros, c'est un chantier. Il y avait une tranchée. On a mis du sable avec un ami Stéphane qui est trop fort, qui est photographe dans la forêt de Rambouillet comme moi et avec qui j'ai fait pas mal d'affiobrames. Et là, il est venu. On a mis de l'OSB partout pour mettre un plancher. Il y avait une grosse tranchée. On a mis 20 sacs de sable. Et puis après, on a mis des lumières que j'ai achetées reconditionnées à 25 €, des spots partout que je vais garder pour d'autres expos. Et puis, on a mis des tirages sur des murs. On en a repeint un, mais pas trop. Il n'y a pas de chauffage. On laissait les fenêtres ouvertes. Ça tombe bien, il faisait très froid. Donc les gens avaient un peu la sensation des photos.
Et puis moi, j'étais dans un coin avec un rideau, une tringle qu'on avait accrochée qui cachait les cartons vides derrière, ou plein. Et donc j'étais beaucoup plus à l'aise dans cette situation-là. Et puis voilà, les premiers jours, j'ai carrément dormi sur le plancher de la galerie avec mon sac de couchage. J'ai mis un peu le cadre pour me sentir T'as bien. quand même Et pas fait un affût, rue des Abbesses. non, mais j'avais l'air d'un affût. J'étais coincé au fond avec plein d'êtres vivants qui arrivaient, qui passaient devant moi. C'était un affût fructueux. Non, en parlant d'affût, dans un endroit où les gens se rendent beaucoup, tu as fait un affût au château de Versailles. Ah ouais. C'est assez incroyable ça comme Ouais, histoire. j'ai beaucoup aimé faire ça. En gros, le château de Versailles m'a proposé de venir faire des photos. J'étais ami avec un jardinier qui s'appelle Philippe David, qui est un jardinier très excentrique du château, mais qui a un rapport à la nature qui est bouleversant, vraiment très très émouvant. Et en fait, Thomas Garnier, qui est le responsable des photos, qui fait des super photos du château de Versailles, m'a proposé une fois sur Insta. Et puis on en a fait un vrai projet, une résidence d'1 mois, où en gros j'avais un peu les clés du parc et du petit parc et du grand parc et de partout. Et je me cachais dans les buissons et au début je me suis dit que j'allais me servir de ça. Je voulais faire un projet avec une asso au mois de mai en revenant de l'hiver pour montrer les animaux près de chez nous que je observe toute l'année. Je passe toute mon année, pas dans la neige, mais dans la forêt derrière chez moi, à observer des oiseaux, dans un affût flottant, sans trop faire de photos. Et là, je voulais en parler des animaux près de chez nous. Des hirondelles, par exemple, sur toutes les fenêtres du château de Versailles, il y a un nid d'hirondelles. C'est un nid d'hirondelles de fenêtre, c'est complètement fou. Elles sont incroyablement belles. Et quand on y va, on est tellement subjugué par le palais qu'on ne voit pas il y a un balai de tourisme, mais au-dessus, il y a un palais d'hirondelles qui est sublime, qui est la bande-son du château. Et donc, voilà, moi j'ai fait ça, une espèce de carte blanche, un peu moins blanche que d'habitude, mais où en gros, alors la nuit, il y a des gardiens qui n'avaient pas lu leur mail, qui croyaient que j'étais un voleur et qui me sortaient et qui me rentraient. Il y avait plein de situations absurdes qui étaient très drôles. Et puis en même temps, donc voilà, des hirondelles qui se posent sur des statues, une bergeronnette des ruisseaux qui a retrouvé dans les chutes d'eau, et le bain d'Apollon, c'est ces statues incroyables, une grotte qui a été reconstituée. Elle recrée son biotope, donc elle niche dedans. Et à un moment, elle passe sous un des chevaux de la statue qui est hyper gros, cette espèce d'animal qui a été retranscrit par un sculpteur qui s'est battu avec les lois de la gravité pour faire tenir dans un truc hyper lourd un espèce de mouvement léger d'un grand cheval. Et puis sur la photo, tu vois la bergeronnette des ruisseaux qui est toute petite et qui glisse en volant sous cette statue immense. C'est la rencontre des arts. Alors le mien qui est beaucoup plus facile en 2022 de faire une photo que de saisir un cheval sur de la pierre. Ça m'a beaucoup ému de faire ça. Et puis de voir les renards dans les jardins. Dès que les visiteurs s'en vont, d'un coup, tous les renards sortent. J'ai une photo que j'aime bien où il y a une statue, et le renard s'est assis, et puis je me suis décalé, je me suis servi du blanc de la statue dans la nuit pour juste voir l'ombre du renard avec la statue derrière. J'ai beaucoup aimé faire ça, c'était vraiment hyper intéressant. Ouais, le sujet est accessible sur YouTube, sur la chaîne du Château Ouais, de il y a une Versailles. vidéo, il y a un est podcast. accessible en entier. Il y a un super podcast, et puis il y a plein de photos. Il y a un truc qui s'appelle Les Carnets de Versailles, qui est un magazine qui est sorti où il y a un grand portfolio. Voilà. Bon. Alors, donc, tu parviens de vivre de ton travail de photographe, tu l'as un peu évoqué, et ça, on va pas se mentir, c'est pas donné à tout le monde. Outre ton livre, il est possible d'acquérir des tirages, notamment dans la galerie du photographe de montagne Mario Colonel à Chamonix. Je suis photographe professionnel depuis 40 ans, mais j'ai aussi une activité de galeriste à Chamonix. Et j'ai la chance d'accueillir depuis à peu près 4 ans Jérémy, que j'avais découvert à Paris. On a eu l'occasion de faire une sortie ensemble sur le terrain. Il m'a emmené dans le mauvais temps, il doit s'en souvenir. Il m'a emmené voir les bouquetins. Je voulais photographier les bouquetins. Alors je ne suis pas du tout photographe animalier, je suis photographe plutôt de photos d'alpinisme ou de paysage. Donc c'était une première pour moi. On a crapahuté toute la journée dans 40 cm de neige fraîche. Et on a fini par les trouver. Je me souviens que c'était dans des pentes un peu raides. J'avais presque du mal à le suivre et pourtant je pense avoir une certaine expérience. Et puis à un moment il est passé derrière une arête et là il est revenu tout content en me disant je les ai trouvés. Je me suis approché, le bouquetin était couvert de neige à 4 mètres de nous. Et puis j'étais un peu surpris parce qu'il n'a pas fait la photo. Alors que moi évidemment j'ai appuyé sur l'appareil photo. Tout simplement parce que le bouquetin était recouvert de neige, mais au-dessus de lui il y avait des branches. Et il m'a dit non, moi je veux qu'il soit dans le blanc absolu. Ça m'a surpris, mais en même temps c'est vraiment son image de marque. Et c'est ce qui fait qu'il a tant de succès auprès des gens qui viennent voir les photos à la galerie. 0 retouche, jamais. Plutôt pas de photos que retouche. Alors, en gros, ouais, en fait, mais c'est une forme de luxe que je me donne. Ah, j'ai adoré voir ce bouquetin sous cet arbre, c'était trop beau. Il était vraiment recouvert de neige, il bougeait plus, ses cornes se mélangeaient avec les branches.
C'est juste que là, avec nos yeux, c'était délicieux à voir. C'était un gros gâteau, un bouquetin sur un gros gâteau de neige avec des branches d'un mélèze. C'est très très beau et ces cornes qui se mélangent aux branches. J'avais fait une photo d'ailleurs il y a longtemps d'un bouquetin à travers des branches qui avait été primé au World Photography of the Year d'ailleurs. Mais là, en gros, pas de photo parce que je sais que en photo, quand tu commences à zoomer, qu'il y a trop de détails, ce sera jamais aussi pur que cet émerveillement que j'ai, qui est toujours un peu rêvé, et surtout d'avoir ressenti ça avec nos 5 sens à ce moment-là, la photo avec des petites branches cassées et tout, ça retranscrira pas ce que j'avais. Donc j'ai préféré juste regarder et ne pas voir dans mon téléobjectif tout ce bazar qui à l'œil nu paraît beaucoup plus beau. Et en même temps, c'est aussi alors pas de retouche, oui, il y a aucune retouche. Alors je regarde mes photos, je fais la colorimétrie sur mon boîtier, mais il se trouve que je shoote vraiment quand la lumière est toute blanche, parce que si la neige est bleue ou jaune, de toute façon l'animal aura plus sa couleur si tu commences à jouer avec tous les trucs. Et puis surtout, moi je shoote quand il y a vraiment ce truc de jour blanc où le nuage et la neige en fait se renvoie la balle de la lumière comme un studio de blanc en blanc, ce qui crée un espèce de pourtour autour des animaux, et c'est pour ça qu'on croit qu'ils sont détourés, parce qu'ils ont une espèce de, il y a aucun indice d'ombre ni de lumière, Ouais. et ça crée, et à l'œil c'est incroyable, à l'œil de voir, tu sais pas si tu avances, si tu recules, tu peux même avoir le mal de mer à ski, tu sais pas, en fait il y a pas d'ombre, c'est pas, parfois je vois les animaux de plus en plus petits en fait, mes skis reculent mais je m'en rends pas compte, il faut que je plante mon bâton pour m'en rendre compte, il y a aucun repère, et ça ça participe, c'est un phénomène naturel précis qui parle de toutes les autres fois où en voyant un animal on n'a plus de repères, mais je me sers d'une sensation réelle qui est celle du jour blanc pour parler de toutes ces fois où en fait juste voir un animal, un écureuil sur une branche, ça te fait perdre tous tes repères. Et pour appuyer le côté non-retouche, moi, il m'a semblé voir justement ce que tu décrivais tout à l'heure, la photo des chamois éparpillés. On a Ah, l'impression t'as que vu c'est une du épine de Photoshop. pain? Moi, j'ai vu un petit. Ouais. Ouais. J'ai vu de près, j'ai regardé de près Ah, cette bien photo. joué. Et j'ai vu un petit détail. Ouais. Et je me suis dit, ce mec-là, il retouche pas en fait. Ouais. Ouais, il y a une épine de pain en bas à gauche, je sais pas si t'as vu celui-là, mais en gros, il y a une petite ligne noire, il y a un autre endroit où il y a sur une photo de Panthère des Neiges, il y a une petite tache en haut, mais en gros, non, je les supprime pas. Et puis en fait, j'ai été connu grâce au prix du World Photography of the Year où j'ai envoyé un portfolio où t'envoies 6 photos et t'envoies le RAW à côté, et l'aigle. Mais c'est pas, je retouche pas pour dire que je suis j'ai un respect immense et même une admiration pour les gens qui retouchent. Je trouve que c'est un processus supplémentaire au travail artistique, hein. C'est incroyable le traitement d'une image, et c'est un processus comme celui de labo argentique où tu choisis Salgado, il va ou je sais pas, ou j'oublie son nom, le grand photographe islandais, Ragnar Axelsson, voilà. Ouais. Je voulais pas le prononcer, mais en gros, lui il travaille les noirs d'une manière incroyable qui était la Et Nick sienne. Brandt aussi. Ouais, ou Nick Brandt, et ça c'est un travail physique dans la, je sais pas comment ça marche, mais je suis trop, tu vas dire, ma génération numérique, mais J'ai rien dit. et bah en gros j'ai aucun problème avec ça, c'est juste que moi j'ai envie de voir ça réellement. Je préfère voir quelque chose de complètement pur avec mes yeux dans la vraie vie, parce que Mais pourquoi je la vais jamais- photo alors? Et pourquoi pas dans une émission là récemment, tu es parti avec Marine Barnerias dans les rencontres complètement à l'ouest sur France 3 sur un voilier. À un moment, tu parles du dessin et de notamment Jean-Marc Rochette. Tu jalousais son trait Ouais. face à une rencontre animalière que toi tu photographiais. Pourquoi la photo alors? Ah là, je vais mal répondre de ce que tu as dit, Jean-Marc Rochette. Du coup, j'ai envie de parler de lui tellement c'est incroyable ce qu'il fait. Il a sorti un livre qui s'appelle La Dernière Reine, là, une BD. Oui, incroyable qu'il faut lire sur- absolument. Hein. Elle froide aussi, le loup. Ouais, bref, c'est un génie et c'est mon ami. Je suis trop fier de le connaître et d'avoir passé un peu de temps avec lui en montagne. Mais techniquement, pourquoi pas le dessin? Bah, trouvez-moi un bout de papier, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Alors, on a entendu Antoine, mon frère petit, qui parlait de moi. Antoine, il dessine incroyablement bien. Je suis incapable de faire le moindre trait qui aille avec mon cerveau. Donc, c'est pour ça que je fais des photos. Et je pense que je fais des photos pour ça, hein, justement. Et puis aussi, je fais des photos parce que le but, c'est pas l'œuvre ou la réussite du truc, c'est d'être dehors. Et c'est la meilleure excuse sociale que j'ai trouvée pour être dehors, c'est de prétendre y aller pour amener des photos, mais je peux passer des mois sans en faire et personne ne le saura. Alors début 2023, tu t'apprêtes à partir en Antarctique à bord d'un voilier pour une découverte au long cours de la péninsule. Tu fais partie d'un équipage éclectique âgé de 30, en ce qui te concerne, à 74 ans, aux côtés notamment du skipper Jean-Yves Lepage, de la réalisatrice et ingénieure Caroline Reigel et de l'aventurier Mathieu Torder, qui a été le plus jeune explorateur à rallier le pôle sud à ski en solitaire et sans ravitaillement. Il nous parle de ce projet collectif que vous préparez.
Et avec Jérémy, en janvier-février et d'autres, on a un projet d'aller en péninsule antarctique, en bateau à voile. Moi, je connais un petit peu l'Antarctique pour y être allé à ski en solitaire, mais vers le pôle sud. Cette fois, on se dirige vers la péninsule antarctique. La péninsule, c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud. Et quand j'ai proposé à Jérémy de nous rejoindre sur le bateau, puisqu'on va être 7 au total, il n'a pas hésité longtemps parce que c'est un endroit qu'il ne connaît pas et c'est un endroit dans lequel il y a énormément d'animaux. Contrairement à ce que fait Jérémy régulièrement, c'est-à-dire de faire des affûts pour attendre que les animaux sortent et qu'ils puissent les photographier, là-bas, en fait, c'est un univers où les animaux en fait viennent à vous. Parce qu'ils sont pas chassés et ils sont protégés et donc on évolue comme ça au milieu des animaux et donc c'est une rencontre qui est assez étonnante parce que c'est vraiment nous l'anomalie dans ce paysage-là. Les animaux sont parfois un peu curieux, ils sont pas du tout craintifs comme ils peuvent l'être proches de chez nous parce qu'on les a chassés, on les a repoussés au fin fond de leur forêt et là-bas c'est un univers et un rapport qui est totalement différent. Et donc l'idée pour Jérémy, ça va être, j'imagine, de faire des photos nouvelles, se confronter à des nouvelles espèces. Et puis moi, de mon côté, ça va être de pouvoir raconter ce continent antarctique qui m'est cher. L'Antarctique, c'est un continent aujourd'hui qui est dédié à la science et à la paix. On peut pas y faire n'importe quoi. Et c'est aussi un continent, comme tous les mondes polaires, d'une manière générale, qui est en première ligne du dérèglement climatique. Donc, dans ce projet qui va durer 2 mois, je vais m'investir pour créer du contenu et le partager à tout un tas de centaines de classes, des collégiens, des lycéens, qui, eux, reçoivent des formations sur ce qu'est l'Arctique, l'Antarctique, puisque voilà, ces mondes polaires sont emblématiques du dérèglement qu'on connaît. Et on a encore plein de choses à apprendre et à faire évoluer sur ces continents, sur ces univers. Et donc, ces 2 mois vont être l'occasion, au contact de Jérémy et des autres participants de l'aventure, de partager, de découvrir et d'apprendre. Quel genre d'espèces tu vas rencontrer là-bas, Jérémy, à ton avis? Alors, pas de mammifères terrestres, sinon des hommes qui sont dans des stations, si j'ai bien compris. Il y a que des mammifères, il y a que des mammifères marins et des oiseaux. Donc, il y aura des manchots. Alors, on va pas avoir de manchots empereurs ni royaux, ceux qu'on connaît bien, qui sont colorés et tout. Moi, je pense que ce qui m'intéresserait de voir, c'est des manchots Adélie. Donc, c'est des petits manchots noirs et blancs avec des yeux qui sont très beaux. Alors, j'ai jamais fait de photos d'ours polaires ni de manchots, ce que les gens croient, mais en gros, j'ai jamais trouvé un moyen qui me paraissait bien d'aller voir des ours polaires. Et j'en ai toujours pas trouvé, parce qu'il faut toujours être sur un véhicule et tout. Et j'avais jamais trouvé de moyen bien d'aller en Antarctique. Alors pour la première raison, c'est que j'essaie de plus prendre l'avion, ou très peu. Alors j'ai pas pris l'avion depuis au moins 3 ans, mais là, en gros, c'était quand même le moyen le plus pur, c'est-à-dire d'être en voilier, de partir très longtemps sur un voilier. 2 mois, c'est beaucoup en mer, ce que je sais pas du tout faire. Donc quand Mathieu m'a proposé ça, avec cet équipage, alors on est pas mal, on va être au moins 7, je pense, et on comptera à la fin, mais en gros, le but ça va être de vivre un truc de partage avec plein d'écoles, et avec chacun avec une expérience différente. Et puis surtout de vivre vraiment la réalité des mers. Ça pour moi, ça va être incroyable. Genre, je sais que c'est pas un truc de photographe animalier de faire ça, hein. D'ailleurs, quand Munier était venu chez vous, Balesta, il avait raconté que. Ah bah le mal de mer, c'était costaud, hein. Ouais, mais moi je suis d'accord. 50e rue Hurlant. Ouais. Oui, c'était parti de l'autre côté, mais je pense que ça va faire pareil, hein. C'est pire, je crois, le Drake. Mais donc ça, j'appréhende, mais je trouve ça rigolo. Et puis de voir ça, de voir des manchots, je me sens très privilégié en fait d'y aller particulièrement. Donc j'ai essayé de faire le mieux possible pour le transmettre, quoi. Et je te transmets une question de Mathieu, justement, Mathieu Tordeur, qui se demandait un petit peu comment tu appréhendais le fait d'être en promiscuité, comme ça, sur un voilier pendant 2 mois avec autant de personnes. Enfin, vous serez 7 ou 8 dans Ouais, l'équipage. peut-être 8 alors, ok. Bah, je l'appréhende bien. Je pense que c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre de soi-même avec les autres. Je pense que si j'y arrivais avec les animaux, je pense que. Et puis je pense qu'il vaut mieux. Je pense que ça peut être incroyable comme aventure. Ça va me changer terriblement. La promiscuité, je connais, hein. Par contre, je sais pas si tu as déjà resté des semaines dans une tente d'affût. Il n'y a pas beaucoup mieux, hein. C'est vraiment ta prison, hein. Ah oui, mais il y a une différence entre seul ou avec d'autres personnes. Ouais, je sais pas, on verra, j'en sais rien du tout, hein. Je fais peut-être une bêtise, hein, mais j'espère en tout cas être agréable pour les autres et je vais faire de mon mieux, hein. Et ce sera l'occasion pour toi d'envisager un second bouquin?
Ouais, alors je voulais c'est compliqué. Moi, j'ai mis 6 ans à faire le premier et je fais pas beaucoup de bonnes photos par an, hein. 5 ou 6, quoi. Donc 10 max. Donc là, il faudrait que je fasse 4 bonnes photos. Comme ça, on aura toutes les pages. 4. Ouais. Écoute, la commande Format carré, la commande du est blanc, passée. 4 photos. 4 espèces différentes? Non, même pas. Je sais pas. Juste des photos belles. Moi, j'ai pas d'objectif, hein, mais là, j'ai des pages à remplir, on va dire. Ouais. Donc, ouais, 2 manchots, un pétrel, des neiges. J'aimerais bien voir ça, un grand. Je sais même pas s'il y en a. On verra. Il n'y a pas beaucoup de jours à cette période de l'année. Si, il y a que ça. Si. C'est Oui, je suis justement, bête, c'est je vais l'inverse. en ouais. été. Ah, Je bah pars ouais. en été. C'est parfait. Je pars cet hiver en été. Enfin, bref. Je Ouais. sais plus. En tout cas, ce sera Tu sais l'été plus. là-bas. Je mettrai un bandeau sur les yeux pour dormir, et puis voilà.